Donc, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'interview Sciences Po Rennes TV. Aujourd'hui, nous recevons dans les locaux de Ouest France, grâce à notre partenaire Jactive Ouest France, un immortel, en la personne d'Alain Finkielkraut, nouvel entrant à l'Académie française, qui vient ici à Rennes pour parler de son ouvrage La seule exactitude, publié chez Stock. Bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. Donc, comme je viens de le dire, vous faites votre entrée à l'Académie française. Et tout simplement, en quelques phrases, qu'est-ce que ça fait de devenir immortel ? Écoutez, ce mot immortel ne veut strictement rien dire. Quand vous entrez à l'Académie française, à la première séance, lors de votre installation qui précède la réception en séance publique, les académiciens se lèvent et puis se rassoient et la secrétaire PPL vous explique qu'ils se lèveront une seconde fois, mais ce sera à votre mort. Donc il n'y a rien qui rappelle plus la mortalité que l'élection à l'Académie française. Et elle m'a montré d'ailleurs, Hélène Carrère-Dancos, encastré dans le mur, un portrait du cardinal de Richelieu, le fondateur de cette maison, sur son lit de mort. Donc la mort est omniprésente à l'Académie française, d'autant plus que l'usage veut que l'on fasse l'éloge de son prédécesseur, de celui qui vient de mourir ou qui est mort il y a quelques années. Donc, voilà pour l'immortalité. Et justement, Félicien Marceau, qui avait le siège numéro 21, de qui vous avez pris la suite, était une personnalité controversée, et la tradition justement veut que vous en fassiez l'éloge. Et ça n'a pas été trop compliqué justement de faire cet éloge ? Hélène Carrère-Dancos m'a dit, au moment où je commençais à préparer, de toute façon, vous faites ce que vous voulez. Mais effectivement, je n'allais pas insulter mon prédécesseur, et si j'avais cru qu'il était un fanatique de la collaboration, un antisémite forcené, un délateur, un participant à la solution finale, je n'aurais pas postulé à son fauteuil. Je savais que tel n'était le cas, que le général de Gaulle lui avait accordé la nationalité française au vu de son dossier, et que l'un de ses parrains à l'Académie avait été Maurice Schumann, l'une des voix de Radio Londres. J'avais toutes ces assurances. Ensuite, j'ai constaté que le fameux devoir de mémoire qui règne aujourd'hui est l'oubli de tout ce qui n'est pas crime. On ne sait plus rien aujourd'hui de Félicien Marceau. Je pense que si je vous demandais de me citer ses œuvres, vous seriez sans doute assez embarrassé, alors que dans les années 50, 60, 70, 80 et même 90, c'était en France un auteur à succès. Ses pièces étaient jouées en France et dans le monde entier. Il a eu le prix Interallié, le prix Goncourt, il a adapté la trilogie de la villégiature pour cet immense metteur en scène qui était George Strehler, et c'était dans les années 70 ou 80 un des plus beaux spectacles de théâtre qu'il m'ait été donné de voir. Donc c'était ça, Félicien Marceau. Et maintenant, ce n'est plus qu'un collabo pour Mediapart, pour Le Monde et pour tout le monde. Et donc, quand je dis oubli de tout ce qui n'est pas crime, mais c'est même pas la mémoire du crime, c'est la mémoire de la rumeur du crime. Tiens, on sait qu'il a été collabo, ça dispense de le lire, c'est quand même pas mal, parce que c'est fatigant de lire les gens, etc. Alors, je savais que j'étais attendu au tournant, parce qu'on se léchait les babines, on se disait, un néoréac qui fait l'éloge d'un collabo, c'est son châtiment, c'est bien fait pour sa gueule, etc. Finalement, il va jusqu'au bout de la trahison. Lui, le fils d'un rescapé d'Auschwitz, j'ai pas voulu décevoir cette attente. J'ai pris le taureau par les cornes, j'ai parlé de cette période, j'ai dit ce qu'il en était exactement, et que notamment, certes, ils avaient travaillé pour la radio belge sous direction allemande entre 1940 et 1942, mais il avait démissionné en 1942, quand les choses se sont vraiment durcies, et qu'il n'avait jamais fait preuve du moindre antisémitisme. Ça n'en fait certes pas un héros, mais ça m'a permis, une fois cette question traitée de la manière la plus exhaustive possible, de parler aussi de son œuvre, qui n'est pas composée uniquement de livres exceptionnels, mais il a écrit
un ou deux très grands livres, notamment un roman qui s'intitule Chair et cuir, d'où il a tiré sa pièce la plus célèbre, L'œuf. Et donc j'ai fait une longue analyse de Chair et cuir pour rendre hommage, malgré tout, à l'écrivain qu'il était. D'accord. Bon, on va changer un petit peu de sujet. Vous n'avez de cesse d'affirmer en ce moment que le clivage droite-gauche s'efface, voire n'a plus aucun sens. Donc la question ne sera pas de savoir de quel côté vous vous situez, mais plutôt de quelle personnalité politique, au pluriel peut-être, vous êtes plutôt proche. C'est un peu difficile. S'il y en a. C'est un peu difficile, si vous voulez. Je suis pas très, comment dire, je ne suis pas vraiment subjugué par les responsables politiques aujourd'hui en France, ni même ailleurs. Je ne suis pas sûr que les uns et les autres soient à la hauteur de la situation. J'ai plutôt de l'estime pour Manuel Valls, notamment pour l'œuvre de clarification qu'il essaye de mener sur la question de la laïcité, pour l'effort qui est le sien de nommer l'ennemi, alors que le président de la République laisse les choses dans le flou, il désigne l'islamisme radical et ce faisant, il permet, il lutte contre cette tentation de la politique de l'autruche qui sévit à gauche. Si la gauche devient le parti du déni de la réalité, la gauche ne peut pas s'en tirer. Manuel Valls, justement, refuse le déni. Mais il y a des questions auxquelles il est tout à fait insensible. Quand il décide, pour sauver des emplois, de laisser une entreprise marseillaise déverser des boues rouges dans la Méditerranée, je suis atterré. Je ne comprends pas que le même gouvernement puisse se réjouir du succès, tout relatif d'ailleurs, de la COP21 sur le climat et lancer les travaux pour un nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Je trouve que ça, c'est contradictoire. Donc je pense que l'heure aujourd'hui, il y a une urgence aujourd'hui qui n'est pas de changer le monde, mais de sauver ce qui peut l'être, de sauver les meubles. Et je ne suis pas sûr que les hommes politiques, les responsables politiques, quels qu'ils soient, quelle que soit leur obédience, soient tout à fait à la hauteur de cette urgence. Et vous parliez de l'islamisme radical que Manuel Valls désigne comme l'ennemi. Oui. Et alors, pour vous citer, sur le plateau d'LCI, c'est juste une petite phrase, vous avez affirmé que l'on a tendance dans notre société à remplacer la peur, une peur qui serait adéquate, celle de l'islamisme, par la peur plus réconfortante du fascisme. Mais lorsque des millions de Français votent aujourd'hui pour le Front National, pensez-vous vraiment que ce sont une poignée d'islamistes qui menacent sincèrement l'islamisme, l'équilibre républicain? Je ne comprends même pas cette question. Je ne comprends même pas que vous puissiez poser une telle question au lendemain des attentats du 13 novembre. Jusqu'à présent, les électeurs du Front National ne tirent pas dans le tas. Il y a même une différence. Et le parti de Marine Le Pen, que je combats, n'a pas l'intention de tourner les armes contre les Français qui ne sont pas d'accord avec lui. Le Front National joue le jeu démocratique et veut être élu. S'il est élu, je pense que ce serait très grave pour la France, que c'est un parti hargneux, irresponsable et extrêmement démagogique, mais c'est certainement pas un parti totalitaire qui veut établir un pouvoir absolu et tuer ses ennemis. Mais en revanche, ne nourrit-il pas de l'islamisme? Les islamistes, eux, veulent créer en France les conditions d'une guerre civile en multipliant les attentats. Et nous savons que nous sommes au début de quelque chose. Et vous pensez qu'ils peuvent y arriver? Je pense en tout cas que nous n'avons pas la possibilité de garantir la sécurité, l'État ne l'a pas. Et je vois aussi se développer en France un antisémitisme massif et avec des insultes, des agressions et même des débuts de pogrom que l'on poursuive et que l'on agresse à coups de machette un juif que l'on reconnaît parce qu'il porte la kippa à Marseille, c'est terrible, c'est absolument terrible, c'est ça la situation. Et les gens qui votent pour le Front National sont des gens qui, non pas des gens qui disent la France aux Français et qui veulent non, c'est des gens qui veulent que la France ne devienne pas minoritaire ou optionnelle
dans certains territoires de France. Ils ne veulent pas voir se multiplier les Molenbeek en France. Et ça, je crois qu'on doit les comprendre. Ce qu'ils proclament, ce qu'ils réclament, c'est le droit à la continuité historique. Et le tort des autres partis, c'est de laisser le Front National seul en charge de cette inquiétude. Cette inquiétude, elle devrait être partagée par tous les partis. Et à ce moment-là, le Front National pourrait être, si vous voulez, endigué. Mais là, si on abandonne cette inquiétude, cette insécurité culturelle à cette seule formation politique, alors son progrès continuera et il risque bien d'être inexorable. Et bon, on change de tout autre sujet. Pascal Cherki, justement le député socialiste, qui avait déclaré si Finkielkraut n'était pas juif, il serait le porte-parole du FN. Il a présenté ses excuses. Est-ce que vous les acceptez? J'accepte ses excuses, évidemment, je n'ai pas de refuser les excuses. Je ne le connais pas. De toute façon, j'ai lu cette phrase, on me l'a rapportée, j'étais complètement atterré. Il a dit ça au lendemain de mon élection à l'Académie française, et je suis le porte-parole du Front National selon lui, parce que je défends une laïcité intransigeante, et parce que j'essaye d'appeler un chat un chat. C'est-à-dire, oui, il y a un... et parce que je dis que le choc des cultures n'est pas soluble dans la question sociale, ce qui est le dogme de la gauche de gauche. Et cela suffit à faire de moi le porte-parole du Front National, et même pire, parce qu'aux yeux de la gauche de gauche, justement, le Front National, c'est la vague brune. Autrement dit, selon Pascal Cherki, première version, si je n'étais pas juif, je serais nazi. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui pensent cela dans les sphères de cette gauche extrême. C'est effarant, c'est douloureux, et c'est complètement stupide. J'accepte ces excuses, elles témoignent du fait que, même dans son camp, beaucoup de gens ont été choqués par le propos, ça l'a obligé à reculer, mais vous ne dites pas la phrase tout à fait exactement, parce qu'il termine en disant on peut être réactionnaire sans être forcément fasciste. Cette phrase est comment dire, un paroxysme d'idiotie. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut être réactionnaire sans être forcément fasciste. En quoi suis-je réactionnaire? Le réactionnaire, c'était le nostalgique de l'ancien régime. Ma seule nostalgie, c'est l'école républicaine. Ça fait de moi un réactionnaire? Aimer les hussards noirs de la République, aimer l'école dont j'ai été moi-même le bénéficiaire, pour un homme de gauche, ça fait de moi un réactionnaire. C'est absolument incroyable. Aimer la culture, considérer que les hiérarchies culturelles doivent être préservées d'un égalitarisme forcené, ça fait de moi un réactionnaire. Non, écoutez, les mots n'ont plus aucun sens, et il est désolant de voir un leader politique important s'exprimer en ces termes. Donc j'accepte ces excuses, mais je trouve que leur formulation a quelque chose d'assez scandaleux quand même. D'accord. Bon, merci M. Finkielkraut d'avoir accepté cette interview. Vous devez aller rejoindre nos amis de Ouest France. Donc nous, on vous remercie de nous avoir suivis, et à bientôt pour une nouvelle émission. Et à bientôt M. Finkielkraut. Oui, comment vous voulez. Et merci beaucoup. Très bien, merci. Merci.